C'est l'heure du journal Circle Afrique. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Au sommaire de cette édition, des violents affrontements opposent les rebelles du M23 aux groupes armés Wazalendo CMC dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru au nord Kivu. Les combats particulièrement intenses se concentrent dans les villages de Bifira, Kanyati, groupement de Bukombo depuis le début de la journée. Un reportage à suivre au début de ce journal. Le dialogue entre les groupes armés opérant en territoire d'Aru a débuté dans la zone. Cette deuxième édition voit la participation des chefs coutumiers, des leaders communautaires et des membres de la société civile. On sera sur place dans ce journal. Et enfin, l'ASC Monaco a publié sa première publicité sur la RDC suite à l'officialisation de son partenariat avec le gouvernement congolais. Le club a annoncé sur ses réseaux sociaux une collaboration inédite avec le ministère des Sports et Loisirs de la RDC sous le slogan RD Congo, cœur de l'Afrique. Et c'est jusqu'en 2028. David Bitouaïki, notre spécialiste maison en sport, sera notre invité pour parler de ces contrats. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Des violents affrontements opposent les rebelles du M23 aux groupes armés Wazalendo CMC de la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru au nord Kivu. Les combats particulièrement intenses se concentrent dans les villages de Bifira et Kanyati, groupement de Bukombo depuis le début de la journée. La situation sécuritaire reste très préoccupante. David Bitouaïki nous fait le point. La chefferie de Bwito, dans les territoires de Rutshuru, reste le théâtre des violents affrontements depuis le mardi 24 juin, exacerbant une crise sécuritaire déjà alarmante. Les rebelles du M23 et les groupes armés Wazalendo CMC de Dominique Ndarouté s'affrontent sans relâche, sémant la terreur parmi les civils. Dès l'aube, les villages de Bifura et Kanyati, situés dans le groupement de Bukombo, ont été pris sous un déluge de feu. Des tirs d'armes lourdes et légères, entendus dès 6 heures du matin, ont déclenché une panique généralisée. Des milliers d'habitants terrifiés ont fui leur foyer pour se réfugier à Machango et Mweso dans les territoires voisins de Massissi. Cette escalade des violences s'inscrit dans un contexte de combats persistants depuis plusieurs semaines. Les groupements de Bambo, Tongo et Kiondo sont également les théâtres de heurts meurtriers, témoignant d'une extension du conflit. Sur les terrains, les deux camps, les rebelles AFC M23 et les Wazalendo, semblent se préparer à une confrontation durable, renforçant leurs positions respectives. Le bilan humain et matériel ne cesse de s'alourdir, dressant un tableau désolant. Des dizaines de civils ont déjà perdu la vie, tandis que d'autres sont blessés. Des centaines de maisons ont été réduites en cendres, laissant derrière elles des familles entières sans abri. Les structures de santé, essentielles à la survie des populations, n'ont pas été épargnées, certaines ayant été endommagées par des engins explosifs. L'accès aux champs et aux autres sources de revenus est désormais impossible, plongeant la région dans une insécurité alimentaire encore plus préoccupante. Dans le même chapitre, le calme est revenu vers 9h du matin dans la localité de Mugisiko, groupement de Chirunga, territoire du Kabaré de la province de Sud Kivu. Des affrontements armés avaient éclaté à l'aube entre les résistants Wazalendo et les rebelles du M23. Plus de détails, c'est à suivre dans ce reportage. Un calme relatif est revenu à Musigiko dans les groupements de Chirunga, territoire de Kabaré au Sud Kivu, après des violents affrontements armés qui ont opposé les groupes d'autodéfense Wazalendo aux rebelles du M23. Dès l'aube, des échanges de tirs nourris ont plongé les habitants de Musigiko et une partie du quartier de Bagira Bukavu dans la panique. Le crépitement d'armes automatiques et les détonations d'armes lourdes ont sémé la psychose, perturbant considérablement les activités scolaires et économiques, en particulier dans les zones les plus proches de la ligne de front. Selon des sources de la société civile, l'offensive aurait été lancée par les Wazalendo qui cherchent à reprendre les contrôles de Musigiko, actuellement sous la prise du M23. Les rebelles ont riposté avec force, recevant ensuite des renforts qui leur ont permis de repousser temporairement l'attaque.
La position stratégique des Musigiko à proximité des sites clés de la région explique l'intensité des combats, notamment la maison royale d'Ibushi dont l'occupation par les éléments du M23 est vivement contestée par les Wazalendo depuis plusieurs jours est un point de tension majeur. Ces affrontements s'inscrivent dans une série d'accrochages récurrents qui secouent les territoires des Kabaré depuis la semaine dernière, exacerbant l'instabilité de la région. Le monde a commémoré la journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en tas de conflits. Une journée cruciale initiée par les Nations Unies pour briser le silence et lutter contre l'impunité face à ces crimes odieux. Cette année, l'attention se porte particulièrement sur la République démocratique du Congo, notamment le Nord Kivu, où les conflits armés exacerbent la violence sexuelle à l'encontre des populations civiles. Reportage. Jeudi 19 juin, la Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit résonne particulièrement fort en République démocratique du Congo et notamment au Nord Kivu, région déchirée par des conflits armés. Cette initiative des Nations Unies visant à briser le silence et l'impunité entourant ces fléaux met en lumière une réalité brutale. À Beni, Jean-Claude Fundi, membre du bureau de conduite et discipline CDT de la MONUSCO, a souligné l'engagement de l'organisation onusienne dans la prévention et la lutte contre les abus et exploitation sexuelle, y compris au sein de ses propres rangs. Face à l'ampleur du problème, la MONUSCO ne se limite pas à la sensibilisation. Signalement facilité, protection de survivants et sanctions disciplinaires sévères à l'encontre de tout membre du personnel impliqué dans des comportements inappropriés. Notre priorité absolue est la protection de communautés hôtes. Nous devons garantir que les standards éthiques des Nations Unies soient respectés en tout lieu et à tout moment, a déclaré Jean-Claude Fundi, insistant sur la nécessité d'une tolérance zéro. Pour atteindre cet objectif, le bureau CDT de la MONUSCO multiplie les initiatives. Séances d'information communautaire, installation de boîtes des plantes sécurisées et maintien d'une ligne verte permettant un signalement anonyme. De mesures cruciales pour encourager les victimes à briser le silence et pour garantir que justice soit faite. Le dialogue entre les groupes armés opérant en territoire d'Aru a débuté le lundi 23 juillet 2025. Cette deuxième édition voit la participation des chefs coutumiers, des leaders communautaires et des membres de la société civile. Le lancement a été effectué par les commandants de la 32e région au nom du gouverneur de la province. Reportage. Ils viennent de tout le coin et recoin de la province, ces fils et filles de l'Ituri, afin de discuter et diagnostiquer sur les causes profondes de violence, des recrudescences de conflits armés et l'application sur terrain du protocole d'accord assorti des pourparlers d'Aru tenus entre mai et juin 2023. Il s'agit des 6 groupes armés, notamment FPIC, FRPI, Codeco, Chinyatuna, MAPI et Autodéfense. Les chefs coutumiers, leaders communautaires, sociétés civiles et autres participants qui ont répondu présents à ces assises qui s'avèrent salvatrices pour le destin de cette province de la partie nord-est de la RDC. Grâce à ces discussions, les Ituriens peuvent réécrire leur histoire, a laissé entendre le coordonnateur provincial du PDDRCS Ituri. PDDRCS avec ses partenaires stratégiques, on va accompagner la communauté. Inutile de continuer avec la violence. La sincérité et la franchise de participants au cours de ce dialogue afin d'aboutir à des issues fructueuses, souhait du chef du bureau de la MONUSCO Ito. Ce dialogue a comme objectif de consolider les acquis du processus de paix en cours, et ceci pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale entre les communautés. C'est au nom du gouverneur et commandant des opérations militaires, le lieutenant-général Boyanka Chama Johnny, que le commandant de 32e région militaire a lancé ses assises. Le dialogue est la meilleure voie de sortie pour une paix durable et une cohabitation pacifique entre toutes les communautés de l'Ituri. Je vous fais confiance parce que je sais qu'aujourd'hui, nous allons enterrer la honte que nous avons amenée nous-mêmes dans notre province. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le lieutenant-général Boyanka Chama Johnny, je déclare ouvertes les activités prévues au cours de ces assises. Cette rencontre, s'inscrivant dans le cadre de l'approche non militaire, constitue une fois de plus la main tendue du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux groupes armés en Ituri, afin d'arriver à une paix définitive.
Un mois après son retour en RDC, l'ancien président Joseph Kabila a quitté Goma au Nord Kivu pour la première fois. Il s'est rendu à Bukavu, capitale du Sud Kivu, une zone également sous contrôle du groupe politico-militaire AFC M23. Mugisho Jean-Claude nous fait le point. Un mois après son retour à la République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila a effectué son premier déplacement hors de Goma, capitale du Nord Kivu, pour se rendre à Bukavu, capitale du Sud Kivu. Cette ville, située à l'autre côté du lac Kivu, revêt une importance particulière dans le contexte actuel, bien que le texte original indique que le sous le contrôle du groupe politico-militaire AFC M23, ce qui est inexact. Bukavu n'est pas sous le contrôle de l'AFC M23. Ce déplacement, loin d'être une évidence, avait suscité des doutes parmi les analystes, principalement à raison de préoccupations sécuritaires. La ville porte encore les stigmates des explosions meurtrières du 27 février 2025, survenues peu après un meeting de Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC M23. Joseph Kabila a visiblement pris toutes les précautions nécessaires. Les 2 jours précédant son voyage ont été consacrés à la mise en place d'un important dispositif de sécurité. Il est finalement arrivé à Bukavu par voie lacustre, selon plusieurs sources. Contrairement à son séjour à Goma, sa présence à Bukavu devait être de courte durée. Son programme prévoit une série de consultations avec des représentants de la société civile, des leaders religieux, des chefs coutumiers, des acteurs économiques et des universitaires. L'agenda est encore en cours de finalisation. Pourquoi Bukavu? Pour son entourage, le Sud Kivu est une province emblématique des tensions communautaires qui minent l'est du pays. Cette visite n'est qu'une étape. Joseph Kabila prévoit d'autres déplacements dans différentes villes et localités de Kivu. À travers ces initiatives, Joseph Kabila cherche à souligner que la crise dans l'est de la RDC est avant tout une crise congolaise, une affaire interne. Il refuse de réduire le conflit en un simple affrontement avec Kigali. Sans condamner directement le Rwanda ni l'AFC M23, il concentre ses critiques sur le gouvernement de Félix Tshisekedi, qu'il accuse des dérives autoritaires. Sur la scène nationale et internationale, l'ancien président ambitionne de se positionner comme un rassembleur, capable d'unir les forces politiques, l'opposition non armée et même l'opposition armée. Un objectif majeur est d'empêcher ou de retarder la signature de l'accord minier entre Kinshasa et Washington, prévu le 27 juin prochain. Selon lui, cet accord accorderait aux États-Unis un accès privilégié aux minerais stratégiques de la RDC en échange d'un soutien politique au gouvernement de Tshisekedi. Sa stratégie repose sur la mobilisation de la région, mais aussi des partenaires occidentaux, afin de dénoncer ce qu'il considère comme le véritable fléau du pays. Corruption, violation des droits de l'homme, arrestations ciblées et mauvaise gouvernance. Du côté de Kinshasa, l'exécutif congolais affiche une sérénité apparente. Il mise sur une diplomatie directe avec l'administration Trump et s'est dit convaincu que la signature de l'accord se déroulera comme prévu, sans être perturbée par les agitations de Kabila. Rappelons que, le 22 mai dernier, le Sénat a voté la levée de l'immunité de l'ancien chef de l'État. Il est accusé par la justice militaire de complicité avec l'AFC M23, groupe qui a pris le contrôle de plusieurs zones dans l'est du pays. La Commission nationale de contrôle d'armes légères et de petits calibres, CNCALPC, met en garde la population de Walikale au Nord Kivu face à la présence des restes explosifs de guerre. Ces dangers sont une conséquence des récents enfoncements entre l'armée et les rebelles de la FCM 23 qui ont eu lieu entre mars et avril. La CNCALPC appelle à la plus grande prudence. Reportage. La Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres, CNCALCP, lance un appel à la prudence à la population de Walikale dans la province du Nord Kivu en raison de la présence des restes explosifs de guerre. Les enjeux dangereux proviennent de récents affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles de l'AFC M23 qui ont eu lieu entre mars et avril. Cet appel a été lancé ce mardi 24 juin 2025
par le chef des postes principal de la CNCA-LCP dans les territoires de Walikale, Clément Kubuya, suite à un incident survenu dans les quartiers Kangambili à Walikale Centre. Une grenade a explosé blessant un enfant. Selon M. Kubuya, l'enfant a trouvé longé et l'a rapporté chez lui à l'absence de ses parents. Pensant qu'il s'agissait d'un simple objet, il a jeté au feu. Seul à la maison, il est sorti pour appeler ses camarades et au moment où il a tenu la porte, la grenade a explosé, le blessant. La victime a été rapidement transportée à l'hôpital général de référence de Walikale par des voisins alertés par l'explosion. Les sources médicales indiquent que ces jours ne sont pas en danger. Le chef des postes principal de la CNCA-LCP insiste sur le fait que des engins non explosés sont toujours présents dans la région de Walikale. Il exhorte le parent à redoubler de vigilance et à surveiller les activités de leurs enfants, ainsi que les lieux où ils jouent, en fait d'éviter qu'ils ne rapportent des objets dangereux qui pourraient mettre en péril toute la famille. Un Walikale sans engin explosif est encore possible, affirme Clément Kubuya. Il encourage la population à signaler immédiatement à son service la découverte de tout reste explosif, que ce soit dans les habitations ou dans les champs. Parlons du sport pour mettre fin à cette édition du journal. L'ASC Monaco et le ministère du Sport et Loisirs de la République démocratique du Congo viennent d'annoncer un partenariat exceptionnel qu'ils unira jusqu'en 2028. Cette collaboration, baptisée RD Congo Cœur de l'Afrique, vise à développer le football congolais et amplifier le rayonnement international de la RDC en s'appuyant sur l'expertise de l'ASC Monaco et le potentiel immense du pays. Sur ces plateaux, je reçois David Bitoiki, il est notre spécialiste et maison en sport. Bonjour David. Bonjour cher fiston et bonjour à tous les téléspectateurs. On parle de ces contrats signés entre les clubs français et le ministère du Sport de la RDC. Qu'est-ce que nous retenons? Il faut dire que c'était dans le tuyau, c'est maintenant officiel. L'AS Monaco a officialisé donc cette signature avec la République démocratique du Congo et qui s'appuie sur deux piliers, notamment le développement du football congolais, mais également les rayonnements internationaux de la RDC. Donc concrètement, ça va aider au développement du football congolais et améliorer l'image de la RDC au niveau international. Pourquoi ce contrat semble être controversé par les Congolais? Controversé parce que c'est quand même 1,6 million d'euros déboursés par le gouvernement congolais sur une année, et donc, ou on va dire sur une saison. Et donc c'est beaucoup plus d'argent quand on voit les contextes du sport congolais, les contextes du football congolais, notamment l'organisation qu'il y a autour de presque tous les sports. Ça sonne comme beaucoup d'argent. S'il faut d'abord se référer sur l'organisation du championnat national de football, c'est beaucoup plus d'argent, alors que le club congolais, certains sont en difficulté. On a du mal à voir de joueurs congolais. On a du mal à voir certains clubs congolais s'exprimer comme il le faut en championnat national de football par manque de moyens. On va prendre exemple sur cette course au titre qu'il y a cette semaine en championnat. On sent que, évidemment, bien des clubs pourraient faire face à des grosses écuries, mais par manque de moyens, ils sont obligés d'abdiquer. C'est pas seulement le championnat national, ça manque d'infrastructures sportives en RDC. Notez, il n'y a pas un stade digne de ces noms en République démocratique du Congo, alors que le gouvernement est prêt à débourser 1,6 million pour ce partenariat-là. Il faut dire que dans l'ensemble, c'est pas mauvais. C'est une bonne initiative si, évidemment, d'autres projets pourront suivre, notamment les respects des subventions de clubs, la construction des infrastructures sportives, l'encadrement des jeunes. Et là où il y a une petite inquiétude, c'est que l'AS Monaco s'appuie évidemment sur ses potentiels en termes de formation, mais il n'est pas écrit, ou du moins c'est pas dit clairement qu'il y aura un centre de formation de l'AS Monaco en République démocratique du Congo, contrairement au contrat signé entre le ministère du Tourisme et l'AC Milan. C'est clair qu'il y aura un centre de formation de l'AC Milan en République démocratique du Congo, mais avec Monaco, évidemment, c'est pas bien expliqué. Évidemment, il y aura
du soutien dans la formation de plusieurs secteurs, ce qui touche évidemment le football en République démocratique du Congo. Mais il faut dire que quand même, certains qui parlaient d'une coquille vide, ce contrat entre l'AS Monaco et la RDC, évidemment, à un certain moment, ils peuvent avoir raison, mais il faut dire que dans l'ensemble, c'est une bonne initiative. Si du moins les moyens sont là, il ne faudrait pas que ces contrats servent d'opportunité de détournement, parce que il faut dire que c'est devenu presque les propres des Congolais, mais espérons que ces contrats pourront aboutir, parce que s'il faut avoir une vision globale, évidemment, cette promotion de l'image de la RDC, l'AS Monaco, il faut le dire, c'est quand même un club qui est dans une principauté où il y a des personnes aisées, des personnes qui ont vraiment de moyens, et donc ça peut évidemment apporter une certaine attention à la République démocratique du Congo. On parle de plus de 4 millions de dollars et c'est raisonnable ce montant dans un pays où plusieurs défis sont relevés. Raisonnable, si ces contrats a été signé, ça veut tout simplement dire qu'il y a des moyens. Ce qui veut dire qu'il y a l'argent. Il n'y avait pas seulement de la volonté de pouvoir dépenser cet argent-là. Et donc, moi, je pense que si la RDC a déjà paraphé ces contrats, il faudrait qu'il y ait d'autres projets suivent. Voilà pourquoi je le disais, il faudrait que l'argent soit mis dans l'encadrement de la jeunesse, que l'argent soit mis dans les centres de formation, que l'argent soit déboursé dans des structures de jeunes, chez les dames également, dans presque tous les secteurs, que évidemment presque toutes les caisses soient renflouées, parce qu'on vient de prouver que la République démocratique du Congo a des moyens. Débourser 1,6 million d'euros, voilà, c'est pas donné à presque tout le pays. Si on sait qu'aujourd'hui les championnats nationaux de football, c'est 150 000 pour le vainqueur. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir évidemment la majoration de cette cagnotte? Certes, ce n'est pas forcément au gouvernement de donner cette cagnotte-là, mais à travers des subventions, à travers évidemment l'argent qui est investi dans le football congolais, les clubs peuvent avoir le moyen de bien s'exprimer, que ce soit au pays et en dehors du pays. Maintenant, nous aimerions savoir qu'est-ce que la République démocratique du Congo va concrètement gagner de ces contrats signés entre les clubs français et la RDC. Voilà, c'est ces deux points qui ont été soulignés par le club de la principauté, l'encadrement évidemment de la jeunesse à travers des structures de formation, mais également cette visibilité internationale qui va offrir Monaco à la République démocratique du Congo. Ce sont là en fait les deux piliers sur lesquels s'appuie le gouvernement congolais pour essayer évidemment de justifier ces contrats. Merci David, c'est avec cette information que nous mettons fait à cette édition du journal Serial Afrique et merci de nous avoir choisi pour vous mettre au parfait de l'actualité.